Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de chimie du jury CESS général de la première session de l'année scolaire 2024-2025. On commence par les liaisons chimiques et la géométrie moléculaire. Dans une première question, on vous donne toute une série d'informations sur le sodium, mais ces informations sont en fait pas du tout utiles puisque la première question qu'on vous pose, c'est quelles sont les liaisons présentes dans le chlorure de sodium, et donc vous n'avez pas besoin du tout de tout ce qu'on vous dit juste avant. Pour déterminer la liaison présente dans le chlorure de sodium, vous avez besoin de l'électronégativité du sodium et du chlore que vous retrouvez dans votre tableau de Mendeleïev, 0,9 pour le sodium, 3 pour le chlore, et vous devez calculer la différence entre ces deux valeurs, c'est-à-dire 2,1. Cette valeur 2,1 vous indique directement que la liaison sera ionique, puisque cette valeur est supérieure à 1,9 qui marque la différence entre la liaison covalente et la liaison ionique. Donc ici, nous sommes face à une liaison ionique. Ensuite, on vous demande de dessiner la formule de structure de Lewis de ce chlorure de sodium. Alors, petit rappel, le symbole de Lewis, c'est une représentation en deux dimensions de la structure électronique externe des atomes constituant une molécule. Donc, doivent apparaître dans ce symbole de Lewis tous les doublets, le sens de la polarisation des liaisons si polarisation il y a, et les charges partielles ou totales s'il y en a. Alors, puisque nous sommes dans une liaison ionique, le sodium va céder son unique électron sur la couche extérieure au chlore, donc le sodium n'aura plus de doublé ni rien du tout autour de lui, simplement une charge positive puisqu'il a perdu un électron, et le chlore, qui possédait déjà 7 électrons sur sa couche externe, va gagner celui du sodium, ça lui en fera 8, 4 doublets, qui sont représentés ici par les 4 tirets autour du chlore, et bien évidemment une charge négative puisque le chlore a un électron de plus. Si vous n'êtes pas familier avec les structures électroniques externes des atomes, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tableau de Mendeleïev dans le programme du CE2D. Deuxième question, toujours sur les liaisons chimiques, on vous parle ici du dioxyde de carbone. À nouveau, on vous donne toute une série d'informations qui ne sont pas utiles à la question et on vous demande par laquelle de ces deux figures est représentée la molécule de dioxyde de carbone. Alors pour déterminer ça, il faut quand même un petit peu visualiser le symbole de Lewis du CO2. Le carbone a 4 électrons célibataires, l'oxygène 2, ainsi que 2 doublets. Et donc lorsque le carbone va se lier à l'oxygène, il va faire 2 liaisons, donc une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Le carbone ayant 4 électrons célibataires, eh bien, il peut se permettre de faire 2 doubles liaisons, chaque fois avec un atome d'oxygène différent. Bien évidemment, ces 2 doubles liaisons vont se répartir autour du carbone de manière diamétralement opposée, ce qui vous donnera une molécule linéaire. Et donc, c'est la figure B qui représente le CO2. On vous demande ensuite de justifier que les molécules sont covalentes polarisées. À nouveau, pour déterminer les liaisons, c'est l'électronégativité qui joue. On va rechercher dans son tableau de Mendeleïev l'électronégativité de l'oxygène 3,5, celle du carbone 2,5. La différence, c'est 1. Donc, c'est moins que le 1,9 de tout à l'heure. Donc, nous sommes avec une liaison covalente. Au-dessus d'1,9 ionique, en dessous, covalente. Mais, étant donné que cette différence d'électronégativité ici égale à 1 est quand même conséquente, supérieure à 0,4, eh bien votre liaison sera polarisée. La mise en commun des électrons ne sera pas tout à fait équitable. Négative sur la figure, la charge partielle positive est portée par l'atome le moins électronégatif, donc par le carbone, la charge partielle négative par le plus électronégatif, donc ici l'oxygène, et nous avons négative par liaison. Donc, le carbone ayant au total 4 liaisons portera 4 charges partielles positives, 4 delta+, et chaque oxygène 2 charges partielles négatives. On vous demande ensuite de déterminer si la molécule de dioxyde de carbone est polaire ou apolaire, et on demande de justifier, et on vous demande un dessin pour illustrer votre raisonnement. Alors, si vous ne l'aviez pas encore dessiné, ce sera le moment maintenant de dessiner ce symbole de Lewis. Sur ce symbole de Lewis, vous allez représenter le centre de gravité des charges partielles positives et le centre de gravité des charges partielles négatives. Alors le positif, c'est très simple, puisqu'il n'y a que le carbone qui porte des charges partielles positives, eh bien les charges positives sont centralisées sur le carbone. Par contre, pour les charges partielles négatives, elles sont réparties entre les deux oxygènes, et donc
le centre de gravité sera au milieu de ces deux oxygènes, donc sur le carbone. Donc ça veut dire que les charges partielles négatives se retrouvent au même endroit que les charges partielles positives. Votre molécule est donc apolaire. On passe aux équilibres chimiques. On vous donne tout un descriptif de réaction dans lequel certaines informations sont importantes, d'autres un petit peu moins. On vous parle d'une réaction qui a été étudiée. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas très grave parce qu'on n'en aura pas besoin vraiment dans la résolution de l'exercice. Mais on vous donne ici donc la réaction que l'on étudie. Il s'agit d'une réaction entre l'ion Fe3+, et l'ion thiocyanate, donc SCN-, qui va donc former un ion complexe FeSCN2+, qu'on appelle le thiocyanate de fer 3. Et on vous dit donc que cet ion est de couleur rouge sang. Ceci explique l'utilisation de la spectrophotométrie qui va donc utiliser les couleurs quelque part pour faire l'analyse. Mais en soi, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'on va placer un Erlenmeyer avec le mélange réactionnel, donc un mélange avec ces trois ions, dans un bain-marie de température choisie. D'abord à 4 degrés centigrades, puis après un certain temps, on va le placer dans un bain-marie à 20 degrés centigrades. Forcément, il faut un certain temps pour que l'équilibre thermique s'installe et avec le changement de température, un nouvel équilibre chimique. Une fois que cet équilibre est installé, on va passer à 80 degrés, rebelote. Il faut nous un certain temps avant qu'un nouvel équilibre s'installe. Et on mesure toutes les demi-minutes les quantités présentes de chaque ion ici de la réaction. Et ces résultats de mesure vous sont donnés dans un graphique que j'ai reconstitué ici. Donc vous avez l'échelle de temps ici en minutes. Et vous voyez qu'on a fait une mesure toutes les demi-minutes. Et vous avez donc l'évolution des trois substances, le Fe3+ ici en bleu, le SCN- en orange, et donc vous voyez que ces deux réactifs vont diminuer au cours de la réaction, et donc forcément le FeSCN2+, lui, va augmenter au cours de la réaction. Alors voilà toutes les données de mon problème. Quelles sont les questions que l'on va me poser ? Première question, on vous demande si la réaction dans le sens direct, c'est-à-dire la réaction de formation de l'ion thiocyanate de fer, donc c'est-à-dire l'ion représenté par la courbe grise, on vous demande si cette réaction est endothermique, athermique ou exothermique, et bien évidemment vous devez justifier. Alors, étant donné qu'on commence à 4 degrés et qu'on termine à 80 degrés, on voit qu'il y a plus de FeSCN2+, lorsqu'on a augmenté la température. Autrement dit, la formation de cet ion est favorisée par une augmentation de température. Or, vous savez qu'une augmentation de température favorise une réaction endothermique, ce qui veut dire que la réaction en question, elle est endothermique. On vous demande de situer sur le graphique les intervalles de temps durant lesquels le système est en équilibre. Le système est en équilibre lorsque les quantités de chaque ion présent ne varie pas. Donc chaque fois que vous avez un tronçon du graphique où les courbes sont horizontales, c'est que vous avez un équilibre. Donc ici à 4 degrés, ici à 20 degrés et ici à 80 degrés. On vous demande d'écrire l'expression de la constante d'équilibre. Pour ça, vous devez avoir sous les yeux la réaction, de manière à pouvoir écrire le cassé en mettant bien au numérateur les produits de la réaction, donc ce qui est à droite de la flèche, et au dénominateur les réactifs, ce qui est donc à gauche de la flèche, avec chaque fois en exposant les coefficients stéchiométriques. Mais ici, les coefficients stéchiométriques sont tous égaux à 1, donc nous n'avons pas d'exposant dans l'expression du cassé. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur de la constante d'équilibre. Alors, sur le graphique qui vous est donné sur la feuille d'examen, le graphique est suffisamment lisible que pour pouvoir déterminer les différentes valeurs de chaque ion à chaque équilibre. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces valeurs-là dans le calcul de cassé. Une première fois à 4 degrés centigrades, vous avez donc 0,1 pour le cas pour le FeSCN2+, vous avez 9,9 pour le Fe3+, et vous avez 7,9 pour le SCN2-. Alors faites bien attention à l'échelle de votre graphique et à la précision des unités. Les concentrations ici sont données en 10 exposant moins 4 mol par litre. Donc ce que vous lisez sur le graphique doit être multiplié par 10 exposant moins 4 pour calculer la valeur de cassé correcte. Donc à 4 degrés, on obtient
approximativement 12,8. À 20 degrés, avec donc les valeurs correspondantes, on obtient 325. Et à 80 degrés, on obtient 13 866. On voit donc que le Kc augmente avec la température et effectivement, la réaction étant endothermique, elle sera favorisée par une augmentation de température, donc le Kc augmentera avec la température. Passons à la chimie organique. On vous décrit une petite expérience où nous avons donc un bec bunzen allumé, une première fois avec une virole ouverte, donc vous voyez ici l'agrandissement, ou en tout cas on attire votre attention sur la virole du bec bunzen qui est ouverte ici, et une deuxième fois avec une virole fermée. On prend un creuset et on vient écraser la flamme du bec bunzen. Voici ce qu'on observe dans l'expérience A et dans l'expérience B. Eh bien, l'expérience A vous indique une combustion complète et l'expérience B une combustion incomplète. Ça, on vous le dit dans l'énoncé. Et on vous demande de justifier le fait que la combustion est complète ou incomplète par les observations que vous pouvez faire dans chacun des deux cas. Alors, qu'est-ce qu'on observe comme différence entre le A et le B? Il s'agit en fait d'un jeu de différence. Bien, la couleur de la flamme bleue ici, la flamme jaune ici, qui indique clairement qu'ici la température est beaucoup plus élevée, et la présence de suie, d'un dépôt de suie ici que nous n'avons pas ici, et donc ce dépôt de suie indique bien la combustion incomplète. On vous demande ensuite d'expliquer pourquoi la combustion est incomplète dans le cas B. Eh bien, on a une combustion incomplète quand on n'a pas assez de dioxygène pour faire la combustion, et bien évidemment, si on ferme la virole ici, eh bien on complique l'arrivée d'air ici au niveau de la flamme, et donc on n'aura pas assez d'oxygène. Donc c'est à cause de la virole fermée que la combustion est incomplète. Deuxième question de chimie organique, on vous demande de donner la formule moléculaire, donc formule brute, d'un alcane de masse moléculaire égale à 282 unités de masse atomique. Bien évidemment, on vous demande de justifier votre réponse par un calcul. Alors la formule brute d'un alcane de manière générale, c'est CnH2n plus 2. La masse moléculaire de cet alcane sera N fois 12, puisque la masse atomique du carbone c'est 12. Si vous ne connaissez pas par cœur, vous avez le tableau de Mendeleïev, bien évidemment. Plus 2N plus 2 fois 1, 1 parce que c'est la masse atomique de l'hydrogène. Et donc cette masse moléculaire, on vous dit qu'elle est égale à 282. Ça vous donne donc une petite équation du premier degré, donc petite équation mathématique très simple à résoudre pour isoler le n et pour pouvoir calculer le n. Vous allez obtenir 12n plus 2n plus 2 égale 282, donc 14n égale 280, et donc n est égal à 20. L'alcane que l'on recherche est donc le C20H42. Dernière grande partie, les grandes classes de réactions chimiques, et on commence par les réactions acide-base. On vous donne tout d'abord l'acide éthanoïque, on vous donne sa formule. C'est un acide de formule CH3COH, dont la réaction avec l'eau correspond à une transformation chimique partielle. Transformation chimique partielle veut donc dire que nous aurons une réaction d'équilibre. On vous demande d'écrire l'équation pondérée qui traduit la réaction chimique entre cet acide et l'eau. Alors on a de la chance, on vous a donné la formule CH3COH, c'est l'acide éthanoïque ou l'acide acétique, c'est son autre nom. Vous écrivez donc la formule de l'acide plus de l'eau, ça va vous donner quoi? Rappelez-vous qu'un acide va libérer un H+, donc cette molécule ici va perdre un H+, il va donc rester comme ion CH3COO-, et le H+, va être récupéré par la molécule d'H2O qui va jouer le rôle de la base et qui va donc capter l'H+, pour former l'ion hydronium H3O+. Donc n'oubliez pas de mettre la double flèche pour bien indiquer qu'il s'agit d'une transformation chimique partielle. On vous donne 3 couples acide-base, 1, 2 et 3, et on vous demande, en utilisant la table des Ka, et d'écrire la formule de la base la plus forte. Alors je reprends ici cette table des Ka qui se trouve au verso de votre tableau de Mendeleïev, donc ça vous aurez à disposition au moment de l'examen. À vous de retrouver dans la liste des acides les 3 acides dont on parle ici, donc HCO3- est ici, HSO3- et HF. Les acides sont classés ici du plus fort au plus faible, donc du plus grand Ka au plus petit Ka, et donc l'acide le plus fort, c'est HF. La base la plus forte, la base conjuguée
de l'acide le plus faible. Donc, l'acide le plus faible entre les trois, c'est HCO3-. Donc, sa base conjuguée ici est la base la plus forte, CO3-2-. Ensuite, on vous demande d'écrire l'équation pondérée qui traduit la réaction entre l'acide du couple 3, oh bah tiens, comme par hasard, l'acide le plus fort, et la base du couple 1, comme par hasard, la base la plus forte. Et donc, HF plus CO3-2- va vous donner quoi? Eh bien, votre acide va perdre son H+, il devient donc F-, et le H+, va être récupéré par le CO3-2- pour former donc l'ion HCO3-. Donc, vous voyez que le CO3-2- gagne un H, gagne un plus, donc il ne fait plus de moins, c'est devenu juste moins. Et bien entendu, n'oubliez pas d'équilibrer cette réaction si nécessaire, mais dans ce cas-ci, elle est très bien équilibrée comme ça, il ne faut rien rajouter comme coefficient stéchiométrique. On passe aux réactions de précipitation. On vous décrit une expérience, une solution constituée à partir d'un solide ionique AB2, A est un cation, donne un précipité bleu par addition d'hydroxyde de sodium et donne un précipité blanc en présence de nitrate d'argent. On vous demande de donner les formules du précipité bleu et on vous donne tout un tableau ici avec des indications sur les couleurs de précipité pour différentes combinaisons d'ions positifs et d'ions négatifs. Alors, puisqu'on vous parle d'un précipité bleu, vous allez chercher dans ce tableau où vous trouvez des précipités bleus et vous trouvez des précipités bleus que avec le Cu2+. Effectivement, c'est un peu la couleur caractéristique de l'ion Cu2+. Le Cu2+, étant donné qu'il n'était pas ajouté à ma solution de départ, ben c'est qu'il était présent au départ. Donc en fait, le Cu, c'est le A qui est là. Le cation en question dans mon solide ionique, c'est le Cu2+. Et puisqu'on ajoute de l'hydroxyde de sodium, ben ici, vous voyez, vous pouvez avoir un précipité bleu avec du carbonate et avec l'ion hydroxyde, ben puisqu'on n'a pas du tout ajouté de carbonate mais de l'hydroxyde, c'est donc bien l'hydroxyde de cuivre que nous allons obtenir en précipité. Alors attention à vos valences. Le cuivre a 2 charges positives, le OH une charge négative, donc il vous faut 2 OH pour un Cu et la formule est donc le CuOH 2 fois. On vous demande ensuite la formule du précipité blanc. Un précipité blanc en présence de nitrate d'argent. Alors le nitrate, il précipite jamais. Donc s'il y a quelque chose qui précipite en présence du nitrate d'argent, c'est à cause de l'argent. Donc voyons voir ici la ligne de l'argent. Nous avons 2 endroits où nous avons un précipité blanc, avec du Cl- et avec du SO4-2-. Alors comment choisir entre les deux? Eh bien, il y a une information qu'on n'a pas encore utilisé dans l'énoncé, c'est que le solide ionique, c'est AB2. Puisqu'on sait maintenant que le A, c'est le Cu2+, il faut absolument que le B n'ait qu'une seule charge négative, puisque dans l'équilibre de la molécule, j'ai 2 B pour un A. Et donc, grâce à ça, vous pouvez faire le choix de Cl- et non pas de SO4-2-. Donc, ce qui va précipiter, c'est donc du AgCl, du chlorure d'argent. Et ce qu'on avait au départ, eh bien, c'est le chlorure de cuivre 2. On vous demande d'écrire l'équation moléculaire pondérée qui traduit la formation du précipité bleu. Donc revenons un petit peu à la description. Qu'est-ce qu'on a pour le précipité bleu? On a AB2 qui réagit avec l'hydroxyde de sodium. Donc mon CuCl2 va réagir avec du NaOH pour donner le précipité bleu et pour donner encore un autre composé qui lui ne précipite pas. Eh bien pour le déterminer, vous devez regarder les ions qui restent. Il va vous rester du chlore et du sodium après précipitation du CuOH 2 fois, donc c'est du NaCl que nous aurons en solution dans notre... Attention ici à bien équilibrer, vous avez 2 chlore, 2 OH, donc en fait vous aurez besoin de mettre un 2 devant le NH et un 2 devant le NaCl. Et comme ça, votre réaction est correctement pondérée. On passe à une question sur l'oxydoréduction et en particulier sur une pile électrochimique. Vous avez ici un schéma vierge de la pile et on vous donne une série d'indications, de descriptions pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe ici. Donc pour construire une pile, on dispose de 2 berlins. Donc voici les 2 petits pots. D'un pont salin qui est ici et ce pont salin est constitué de chlorure de potassium. D'une ampoule avec des fils qui sont reliés à 2 tiges de fer et de cuivre. Je ne sais pas encore qui est le fer, qui est le cuivre.
et des solutions aqueuses dans les deux petits pots, dans les deux berlins, du sulfate de fer 2 d'un côté, du sulfate de cuivre 2 de l'autre. En utilisant la table des valeurs des potentiels de réduction, vous devez répondre aux questions ci-dessous. Et la première question est de dire où se trouve le cuivre, le fer, le sulfate de cuivre et le sulfate de fer. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de votre table des valeurs de potentiel de réduction qui sont donc au verso du tableau de Mendeleev que vous aurez à disposition à l'examen. Et dans ce tableau, vous allez rechercher les couples redox Cu2 plus Cu et Fe2 plus Fe, puisque dans la description, c'est bien de ces éléments-là dont on parle dans la pile. L'oxydant le plus fort se retrouvera le plus haut dans le tableau et donc c'est Cu2+, qui jouera le rôle d'oxydant et donc la réaction entre Cu2+, et Cu se fera dans le sens de Cu2+, vers Cu. Donc Cu2+, plus 2 électrons donne le Cu. Donc c'est bien le Cu2+, qui va être réduit, qui va subir la réduction. Pour le fer, eh bien évidemment, ça ira dans l'autre sens. C'est le fer qui va être oxydé pour libérer 2 électrons et donc donner du Fe2+. Le sens des électrons indiqués ici va vous permettre de dire quelle réaction va où. Puisque les électrons viennent d'ici, ils doivent donc être libérés ici. Donc ici, nous avons le fer. Et comme ils arrivent ici, ils doivent être captés et donc nous aurons le cuivre à cet endroit-là. Une fois qu'on a déterminé ceci, eh bien tout va couler de source. Ça veut dire que ça c'est l'électrode de cuivre, ceci c'est la solution de sulfate de cuivre, ici le fer, ici le FeSO4. Ensuite, on vous demande de préciser sur le schéma à l'aide d'une flèche le sens conventionnel du courant électrique. Alors on vous indique le sens des électrons. Le sens conventionnel du courant électrique, c'est le sens conventionnel, le sens des charges positives. Si des charges négatives vont de droite à gauche, c'est comme si des charges positives allaient de gauche à droite. Et voici donc le sens conventionnel du courant. On vous demande de préciser également le sens du mouvement des ions dans le pont salin. Alors, grâce à ces demi-réactions ici que j'ai indiquées, ça devient très très simple. Ici, nous avons production d'ions positifs. Si on veut que ceci reste neutre électriquement, il faut que des ions négatifs arrivent pour compenser la production d'ions positifs. Alors, dans le chlorure de potassium, l'ion négatif, c'est le Cl-. Et donc le Cl- va venir du pont salin vers le compartiment où le Fe2+ est produit. Par contre ici, nous avons disparition de Cu2+, et cette disparition de Cu2+ doit être compensée par un apport d'ions positifs, et ce seront donc les ions potassium, les ions K+, qui vont migrer vers le compartiment de gauche. Sur le schéma, on vous demande également de préciser la cathode et l'anode et d'indiquer le signe de chaque électrode. Alors moi j'ai un petit truc, la cathode c'est là où a lieu la réduction, cathode commence par une consonne, réduction aussi. Et à l'anode a lieu l'oxydation, anode voyelle, oxydation voyelle. Alors c'est un petit truc à dessous, mais qui vaut ce qu'il vaut, mais qui me permet de ne pas me tromper. Donc puisqu'ici nous avons réduction du Cu2+, nous avons bien la cathode de ce côté-ci, et donc l'anode de l'autre. Pour le plus et le moins, soit vous retenez que cathode c'est plus, anode c'est moins, soit vous réfléchissez par rapport à vos électrons. Si les électrons font de droite à gauche et que vous savez que des charges opposées s'attirent, les moins ne peuvent aller à gauche que si à gauche c'est plus, tout simplement, et donc ceci, ça doit bien être la cathode, l'électrode positive. Alors il restait une 5e petite question par rapport à cette pile. Si on retire le pont salin, la lampe s'éteint. Le rôle du pont salin est de garantir l'électroneutralité de chaque demi-pile, expliqué en faisant apparaître les équations des réactions chimiques dans le compartiment anodique. Donc dans celui-ci, eh bien en fait, j'ai déjà quasi fait tout ce travail. J'ai ici les réactions qui ont lieu, et donc cette réaction indique la production d'un ion positif, et donc pour garantir l'électroneutralité, il faut compenser, équilibrer, neutraliser cet ion positif par l'arrivée d'ions négatifs, et donc ça vous pouvez donc l'écrire correctement pour répondre à la question et justifier votre raisonnement. Voilà, j'espère que ces explications sont claires pour vous, que cela vous aide dans votre travail. Je vous souhaite bonne chance à l'examen si vous le passez bientôt, et je vous retrouve avec plaisir dans une vidéo prochaine. À très bientôt.